optimiser l'humain pour naviguer dans l'imprévisible. Je suis mignonne, hein? Alors moi, je suis celle de gauche. Hein, pour ceux qui ont des problèmes de vue ou qui ont une petite voix qui fait des blagues dans leur tête. Alors je suis mignonne, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, je dors la plupart de mes nuits habillée. Ouais, ça rigole moins tout de suite. Hein. Ma mère fait ça parce qu'elle a peur que mon père ait une énième crise de violence et qu'on doive fuir en pleine nuit. Et mon cerveau de petite fille dort 2, 3, 4 heures par nuit, pas plus, pour essayer de prévoir l'imprévisible. Un soir, il y a une crise de violence qui est plus hard que d'habitude. J'arrive, et puis il y a mon père qui est en train de taper sur ma mère et lui jette des meubles. Ma mère me regarde, la terreur dans les yeux. Elle me dit « Appelle la police ». J'ai 5 ans. Je regarde ce téléphone. Je ne connais pas bien le numéro. J'ai peur qu'il se retourne contre moi. Et je suis là et je suis complètement impuissante. Je ne vais jamais décrocher ce téléphone. Mais ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que l'impuissance que je ressens va me permettre de construire un chemin de vie et d'en faire un métier. Alors on va se marrer aussi. Hein. Là, ça ne se voit pas des masses, je vous l'accorde. Mais je vous jure qu'on va se marrer. Non, loin de moi l'idée en réalité de faire du misérabilisme. Des gens avec des histoires de vie compliquées, il y en a plein, des bien plus compliquées que celle-ci. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois vraiment que chaque pas nous mène exactement à l'endroit où on est censé aller. Ou qu'en tout cas, quand on les regarde, ces pas a posteriori, on arrive à se raconter une histoire avec laquelle on pourra vivre. C'est même l'idée de la thérapie d'ailleurs, hein. Vous aider à vous raconter une histoire avec laquelle vous pourrez vivre. Alors effectivement, moi la crise, j'en ai fait un métier. Je dis souvent que si je n'avais pas fait ça, j'aurais été mécanicienne auto ou stratège de guerre. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est les dynamiques de cause à conséquence. Et comment est-ce qu'on peut couper cette dynamique à un moment pour obtenir un résultat différent de ce qu'on avait jusqu'ici. Alors, je n'ai pas réussi à devenir stratège de guerre, mais j'aime bien me dire que je suis une stratège de paix. Alors, pendant longtemps, j'ai eu un cabinet de thérapie dans lequel j'ai aidé des gens en crise individuelle. Et puis, j'ai monté une boîte il y a quelques années qui aide l'humain en situation dégradée. On fait de la gestion de crise, de la négociation à fort enjeu, on fait du management complexe, bref, on arrive quand c'est la mouise. J'ai pas changé de job, juste de géographie. En tout cas, l'idée c'est que cet imprévisible-là, il va nourrir tous les pas de ma vie pendant un long moment. Malgré l'imprévisible permanent de ma vie aujourd'hui, et encore, je ne vous parle pas du fait que j'élève 6 enfants, je ne dors plus habillée. Et ça, c'est quand même le signe que j'ai vachement avancé. Bon, après, il paraît aussi que j'ai un ascendant Scorpion en maison 1, et que c'est pour ça que j'aime bien aller au fond des choses, au fond de la crise. Bon, moi, je respecte, et puis surtout, on s'est dit qu'on avait le choix de l'histoire qu'on a envie de se raconter. Alors, ces moments que j'ai passés dans l'imprévisible, ils m'ont surtout appris une chose, c'est que je crois sincèrement qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Prévoir l'imprévisible, c'est ce qu'on appelle en réalité une injonction paradoxale. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à le prévoir, c'est que l'imprévisible, il était prévisible, on est d'accord, vous et moi? Ça ne marche pas, hein? C'est un peu comme si je te dis, sois spontané. Si tu es spontané parce que je t'ai demandé d'être spontané, tu n'es pas spontané puisque je te l'ai demandé. On a un peu les fils qui se touchent hein, sur celle-là. Mais comme prévoir l'imprévisible, c'est impossible, alors je propose qu'on renomme le thème de cette soirée « Faire face à l'imprévisible ». Parce que ça, par contre, c'est possible. Tu sais, c'est un peu comme ces pilotes de rallye. Non seulement ils sont bien meilleurs que toi et moi pour conduire la voiture dans ce qu'on appelle les cas conformes, quand tout va bien, mais là où ils font vraiment la différence, c'est dans les cas non conformes. Quand la bagnole avec toi ou moi, elle serait partie dans le décor, avec eux, elle reste au sol. Et de mon expérience, quand on a besoin comme ça de faire face à l'imprévisible, votre volant et vos pédales, c'est de pouvoir gérer l'humain autour de vous. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... D'abord, on se connaît mieux soi. On va connaître ses dynamiques, sous stress, ou pas d'ailleurs.
On sait, comme je dis, ce qu'on envoie dans le tube de la relation, ce que les autres perçoivent de vous. Et ça, c'est un vrai game changer dans l'imprévisible. Ça nous permet d'être stratégiques dans la relation. Pourtant, c'est un truc qui est assez peu adressé aujourd'hui en entreprise. Ensuite, on va mieux connaître l'autre. On peut anticiper plein de choses de ce qu'est l'autre. Et surtout savoir, dans l'imprévisible, que l'autre est profondément différent de nous. S'il y avait une seule chose, une seule que je devais retenir de mes années de cabinet, c'est ça. Vous ne vous imaginez pas combien les gens sont différents de vous. Ils ont une planète complètement différente. Alors, vous savez, j'ai toujours le souvenir de cette nana qui un jour me dit en séance, eh bien, vous savez, j'ai grossi en ce moment, Anne, mais en même temps, je suis stressée. Et quand on est stressé, on mange. À main levée comme ça dans la salle, qui, quand il est stressé, mange? Ok? Qui, quand il est stressé, ne mange pas? Au contraire, il n'y a rien qui passe. Ok? Qui ne comprend même pas ce dont on est en train de parler? C'est-à-dire, c'est quoi le rapport, en vrai, entre le fait de manger et le stress? Exactement. Et vous voyez combien de réponses différentes on a dans cette salle. Et pourtant, cette nana-là, quand elle me dit « quand on est stressé, on mange », elle me dit que l'entièreté de l'humanité, quand il est stressé, mange. Et puis, je vais vous dire un autre truc. J'espère que vous êtes prêtes pour celle-là. Attention, les gens ne sont jamais cons. Non, je vous laisse le temps d'assimiler. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites « Anne, je crois que tu ne connais pas tout le monde de tout le monde. » Non, parce que moi, j'en connais vraiment. Ils sont très, très cons. Évidemment. Mais si tu les trouves cons, c'est qu'en réalité, tu es en train de les regarder depuis ta planète à toi. Tu es en train de regarder leur planète à eux et tu te dis « mais c'est hyper bizarre, en fait. Hein. » Ben oui, forcément. Les gens ne sont jamais cons. Ils sont juste en train d'agir de manière logique face à un contexte qui t'échappe. Et puis, dans l'imprévisible, on va devoir trouver des solutions imprévisibles. Ben oui, parce qu'on n'invente pas l'ampoule en améliorant la bougie. Et puis si une bougie vaguement améliorée avait suffi à régler ton problème, ben en vrai, ce ne serait pas vraiment un problème, tu ne crois pas? Donc il va falloir qu'on trouve, dans l'imprévisible, l'agilité d'inventer l'ampoule. Comme par exemple, avec Églantine. Églantine, c'est une jeune fille qui est intelligente, fine, drôle, belle, qui a une mère incroyable. C'est ma fille. Et Églantine, ce jour-là, elle a 13 ans. Elle arrive et puis elle me dit « Maman, je n'arrive plus à m'endormir. » Je dis « Comment ça, tu n'arrives plus à t'endormir ?» Elle me dit « Ben non, en fait, j'essaye et ça ne va pas du tout, je ne dors plus. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as déjà essayé, toi, pour t'endormir ?» Elle me dit « Bon, alors, j'essaye de rester au calme, et puis je respire, et puis je reste dans le noir, j'essaye de penser à des trucs chouettes, et puis des fois, je rallume la lumière, je lis. » Bien sûr, elle lit, elle est sur son téléphone. Et puis, je lui dis « Et puis, ça marche pas, en fait. » Elle me dit « Ben non, ça marche pas. » Je lui dis « Tu vois, ça me fait penser à un truc. C'est un peu comme, tu sais, quand je te dis, moi, qu'il faudrait que tu fasses un truc, bon, t'as pas envie de le faire. » Elle me dit « Ben non. » Je dis « Je crois que c'est un peu pareil ce que tu es en train de faire. Je crois qu'en fait, tu essayes de contrôler ton corps avec ta tête. Sauf que, attention spoiler, la télécommande de ton corps n'est pas dans ta tête. Ton corps, il décide de dormir ou pas, mais c'est pas toi qui choisis. Je lui dis, en fait, là, ce que tu fais, c'est que tu dis à ton corps, dors. Et puis quand tu dors pas, tu lui dis, si, dors. Et lui, il te dit, mais non, carrément pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse, ampoule. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire à ton corps, tu dors ou tu dors pas, mais si tu ne dors pas, alors tu vas faire quelque chose d'utile. Toi, par exemple, c'est quoi vraiment les devoirs que tu détestes faire? Elle me dit, mon chinois. C'est naze, le chinois. Je lui dis, écoute, c'est ça, fais tes devoirs de chinois. Tu donnes 30 minutes à ton corps, et puis si au bout de 30 minutes, par contre, tu respectes bien le contrat que tu passes avec lui, si au bout de 30 minutes, tu ne dors pas, eh bien, tu te lèves et tu fais ton chinois. Premier matin, Églantine arrive. Je lui dis, alors, t'as pu faire ton chinois? Elle me dit, pas du tout. Tu vas pas me croire? Pouf, je me suis même pas vue m'endormir. J'ai pas fait mon chinois. Je lui dis, ah mince, du coup, faut que tu le fasses aujourd'hui, c'est un peu chiant. Je me dis, ouais. Je dis, demain soir, pareil, quoi. Hein, tu dors ou tu dors pas, mais si tu dors pas, tu fais ton chinois. Deuxième matin, pareil. Je lui dis, mais du coup, t'as pas fait ton chinois? Elle me dit, non, du coup, il faut que je le fasse aujourd'hui. Églantine n'a jamais plus eu de problème de sommeil, hein, grâce à notre ampoule. Vous voyez comme dans l'imprévisible, parfois, ce sont les solutions contre-intuitives qui vont nous sauver. Mais je pourrais vous parler de Jérôme aussi. Jérôme, au moment où je le rencontre,
Il est complètement désespéré. Jérôme me dit, « Madame Vendange, il faut absolument que vous m'aidiez à calmer ma colère. Parce que quand je suis en colère, je bats ma femme. » Eh ouais. Et un mec bien ne bat pas sa femme. Ouais, on est plutôt d'accord sur ça, Jérôme. Alors à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je me dis que je fais exactement ce que tout le monde fait, c'est-à-dire lui dire de calmer sa colère. D'ailleurs, lui aussi se le dit beaucoup. Ou alors j'essaye de trouver une ampoule pour Jérôme. Alors, je vais lui dire, racontez-moi Jérôme, comment ça se passe? Il me dit, en fait, c'est une deuxième union, et moi j'ai vraiment, vraiment envie que ça marche, parce que je ne peux pas échouer une seconde fois. Ensuite, il me dit, alors, des fois, elle arrive avec 3 heures de retard à mes rendez-vous. Bon, moi je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas considérée, mais ça ira encore. Mais par contre, des fois, elle parle mal de ma fille. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mon bras qui s'arme, aux 2/3 du chemin, je me dis non, je la gifle. Et là, elle fait ça, et puis elle s'en va, se retire. Et puis moi, je vais la consoler. Je lui dis, ok, alors Jérôme, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais la première chose qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas compter sur moi pour calmer votre colère. Si vous avez besoin de calmer votre colère, eh bien, allez voir un de mes collègues, en fait. Il va vous faire, je ne sais pas, de l'hypnose, de la respiration, je ne sais pas quoi, pour calmer votre colère, mais moi, je crois que ça fait déjà longtemps que vous essayez de calmer votre colère. Ça fait 12 ans que Jérôme est dans cette situation. Et qu'en fait, ça ne marche pas. Et moi, je crois que ça ne marche pas et que même ça s'empire. C'est-à-dire qu'une émotion, en fait, c'est un message. Et moins vous l'écoutez, et plus elle vous crie dessus. Et plus elle vous crie dessus, plus vous êtes en colère, plus vous êtes en colère, plus vous la tapez. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Après, vous pouvez très bien prendre ma carte et puis réfléchissez-y. Si vous avez envie, on peut travailler ensemble. Mais on va faire des choses que vous n'avez jamais faites. Il me rappelle quelques jours plus tard et il me dit « Ok, je vous fais confiance, on y va. Mais j'ai peur. » Je lui dis « Moi aussi, Jérôme, j'ai peur. » Non, je rigole, je lui dis pas ça, mais vous êtes taré, hein. Ça va pas. Je lui dis « Alors Jérôme, je vais vous demander 2 trucs. Le premier truc que je vais vous demander, c'est de viser votre vase. Vous avez un vase qui est beaucoup trop plein. Alors vous allez donner rendez-vous à votre colère tous les jours. 20-30 minutes par jour. Vous allez, je ne sais pas, crier dans les bois, taper dans des coussins, écrire des lettres de colère, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux que vous acceptiez qu'être en colère, c'est OK. Je n'ai pas dit que c'était OK de la taper. J'ai dit que c'était OK d'être en colère. Parce que Jérôme, il confond les deux. Il confond son comportement, qui est inadmissible, et son émotion. Et puis, le deuxième truc que je lui demande, c'est « Ok, pour l'instant, on ne peut pas faire que vous ne la tapiez pas. Alors, vous la tapez ou vous ne la tapez pas, mais si vous la tapez, je veux que vous observiez bien comment est-ce que vous faites ça. Parce que là, vous me dites, machin, c'est inconscient, mon bras il part. Mais enfin, on ne sait pas du tout ce que vous faites, hein. On est d'accord? Et on ne peut contrôler quelque chose que quand on le connaît bien. Vous ne connaissez pas du tout ce mécanisme. Il me dit, ok, il ne comprend pas très bien ce que je fais, mais en fait, l'idée, c'est de lui faire accepter complètement sa colère. Alors, Jérôme, il revient vers moi, un mois après. Et il me dit, « Madame Vendange, je ne peux pas revenir en rendez-vous parce qu'en fait, le cas qui nous intéresse ne s'est toujours pas présenté. » Je lui dis, « Comment ça ne s'est pas présenté? Vous ne l'avez pas tapé ?» Il me dit, « Non. » Je lui dis, « Bon, écoutez, continuez à accueillir votre colère et puis, dès que vous avez du rance pour nous, vous revenez, quoi. » Un mois plus tard, il me renvoie un message, il me dit, « Toujours pas. » Je ne l'ai toujours pas tapé. Je lui dis, « Vous l'avez toujours pas tapé ?» Il me dit, « Non. » Et en fait, Jérôme, il est tellement bon élève qu'il ne se rend pas compte pendant des mois de cette manière-là qu'en fait, ce qu'il m'a demandé la première fois qu'on s'est vu est en train de se réaliser. Alors, je vais quand même le voir au bout de quelques temps, et en fait, Jérôme va beaucoup mieux. Il est libéré, il a complètement vidé son vase, et surtout, il a accepté que peut-être cette nana n'était pas la bonne pour lui. Et ça a vachement dépressurisé. Vous voyez que là, comme quand on écoute son interlocuteur, qu'on écoute ses besoins, qu'on écoute ses émotions, eh bien, on peut faire face à l'imprévisible. Et puis, pour finir, je vous parle de Charlotte. La première fois que je rencontre Charlotte, elle vient de libérer son entreprise. Enfin, en fait, ça fait 2 ans qu'elle a libéré son entreprise. Alors, je me dis qu'on va parler process managériaux, je me dis qu'on va parler conséquences, peut-être, je ne sais pas, hiérarchie implicite, quand on libère son entreprise. Pas du tout. Non, ce qui inquiète vraiment Charlotte, c'est que malgré tout ce qu'elle a mis en place dans son entreprise, les gens ne sont toujours pas heureux. Alors là, ça, j'avoue, c'est imprévisible pour moi, en réalité. Et donc, je la regarde, je regarde dehors. Et je dis à Charlotte, « Vous voyez ce mec là-bas ?» Elle me dit, « Ouais. » Je lui dis, « J'aimerais que vous en tombiez follement amoureuse. »
Alors là, elle me regarde, elle se dit que vraiment je suis chelou. Et puis elle se dit qu'elle a visiblement payé un peu cher cette presta. Mais comme je reste silencieuse et que j'attends sincèrement une réponse, elle finit par me dire « Enfin, ça se commande pas ». Je lui dis « Exactement, Charlotte, ça ne se commande pas ». Voilà. Comme rendre les gens heureux, en fait. Vous n'avez pas ce pouvoir. Vous n'avez pas la télécommande des gens pour les rendre heureux. Vous pourriez mettre des baby-foot toute la journée, vous pourriez mettre 5 jours sur 5 de télétravail, vous pourriez mettre des gaufres tous les jours, parce qu'on est quand même d'accord, vous et moi, qu'une gaufre, ça rend à peu près n'importe qui heureux. Hein. Eh bien, les gens ne seraient pas forcément heureux pour ça. Et si vous étiez sûr que quoi que vous fassiez, jamais vous n'arriveriez à rendre les gens heureux, alors qu'est-ce que vous feriez, Charlotte? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis en place des conséquences naturelles du système. Pas de les punitions, non. Quand vous arrivez en retard pour prendre votre train et que vous loupez votre train, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle du système. Et quand vous n'avez pas rempli votre feuille d'évaluation pour votre entretien annuel, enfin votre entretien avec les pairs, vous n'avez pas l'augmentation qui va avec, conséquence naturelle du système. Et vous savez ce qui est le plus rigolo? C'est que les gens, ils ont commencé à être heureux. Oui, parce qu'en fait, quand on vous laisse le choix d'être heureux ou pas, vous pouvez l'être. C'est un petit peu comme d'être amoureux. Si vous avez le choix d'être amoureux ou pas, peut-être que vous allez tomber amoureux. Sinon, on voit que les poils qui dépassent du nez et puis les dents jaunes. Hein. C'est pas terrible. Charlotte, elle a accepté son impuissance dans cette situation. Elle a accepté la réalité de la situation pour pouvoir s'y adapter. Et c'est ça qui lui a permis de faire face à l'imprévisible, alors que jusqu'ici, c'était compliqué. Alors vous voyez comme quand on fait attention aux besoins de son interlocuteur, quand on trouve des ampoules, comme là je fais avec Charlotte régulièrement, quand on accepte la situation, c'est la possibilité de réellement faire face à l'imprévisible. Optimiser l'humain dans l'imprévisible, c'est ce qui nous permet de le piloter. Et vous savez, la conséquence assez étonnante de ça, c'est qu'on passe de bonnes nuits, qu'on peut laisser ses fringues dans un placard pour mettre un bon pyjama. Et moi, je vous le dis, c'est génial un pyjama, c'est incroyable. Et je vous souhaite vraiment, pour tout le reste de votre vie, d'en avoir toujours un. Merci à tous.